ce qui m'a le plus enfermée dans cette dernière relation avec un pervers narcissique, énormément de choses. En fait, il y a plein de choses, de mécanismes qui se mettent en place de la part, qui sont mis en place de la part du PN, justement pour me garder coincée dans cette relation. Mais donc déjà l'isolement, c'est un grand point. Dès le début de la relation, en fait, moi je venais juste d'emménager dans une région que je ne connaissais pas. Je suis partie seule. Donc déjà de base, je n'avais, là où je vivais, je n'avais ni ma famille, ni des amis, des proches. J'étais vraiment seule. Donc ça a été assez facile pour lui de m'isoler parce que lui était on va dire, en position de force, étant donné que lui, c'était sa région d'origine, donc il avait ses proches, ses amis, sa famille. Et il m'a isolée de toutes ces personnes-là. Comment il a procédé, en fait, je m'en étais pas rendu compte, puisque quand on est dans la relation, en général, on est tellement aveuglé, on se rend pas compte que tout est fait en conscience, tout est fait de manière volontaire de la part de l'autre. Mais dès le début de la relation, en fait, quand on était encore en phase de love bombing, en même temps, il me disait je t'aime, et en même temps, quand j'étais pas là et qu'il était avec ses proches, il était déjà en train de bousiller mon image. Par rapport à eux. Il était déjà en train de casser du sucre. Donc, dès le début, en fait, quand j'ai rencontré ses proches, ils avaient déjà des a priori sur moi. Ils étaient déjà en train de me juger, en train de me regarder de travers, d'analyser tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Et c'était en plus facile parce que de par le fait que je suis déjà d'un tempérament introverti, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc en fait c'est vraiment facile de s'imaginer, de fantasmer un peu, de m'imaginer une vie, des attitudes, etc. Donc si l'autre derrière va insidieusement me descendre comme si de rien n'était, ben c'est facile en fait d'y croire. Et puis en plus, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que déjà de base, son environnement, tous ses proches, que ce soit sa famille ou ses amis, enfin les personnes autour de lui, c'était un entourage toxique déjà de base, parce que c'est des personnes qui m'ont tout de suite catalogué de par ce que lui leur disait, mais c'est des personnes qui m'ont catalogué sans jamais avoir discuté avec moi, sans me connaître. C'est des personnes qui n'ont pas cherché à me connaître, qui n'ont pas cherché après à essayer d'y voir clair, de connaître le vrai du faux. Quand par exemple, lui, du coup, dès qu'il y a eu, parce que dès le début, il y a eu des crises de sa part, évidemment. Dès le début, il y a eu des crises, et donc lui, quand les crises ont commencé, auprès de ses proches, il disait que c'était moi qui était à l'initiative de ces crises.
Et du coup, j'avais cette étiquette de bipolaire. Mais à aucun moment, l'un de ses proches, alors je vais plus parler par rapport à sa famille parce que ses amis, en fait, je les ai vus qu'une ou deux fois et après je les voyais plus. Mais sa famille que je voyais régulièrement, à aucun moment il y a eu une discussion. Quelqu'un est venu me voir pour me demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des disputes, pour avoir une version différente et pour essayer de comprendre. À aucun moment. Donc du coup, je trouve que c'est que ça prouve vraiment l'entourage toxique, les personnes qui sont enfin pour moi c'est vraiment de l'hypocrisie de juger une personne, de mettre une étiquette sur une personne que tu ne connais pas, avec qui tu n'as jamais discuté, avec qui tu n'as jamais essayé de comprendre, d'avoir deux versions différentes. Enfin c'est vraiment toxique, quoi. Donc l'isolement, il m'a isolée de cette façon-là. Le contrôle de ma vie en général. Pourquoi? Donc là encore, dans mon cas, ça a été vraiment facile pour lui. Et je pense que c'est pour ça que la relation a été hyper rapide, que tout a été très très vite. Je pense que c'est la facilité qu'il a eue par rapport à la situation dans laquelle j'étais quand on s'est rencontrés, parce que le fait que moi je venais d'emménager dans cette région, que j'étais seule, c'était hyper facile du coup de m'isoler tout de suite. Je n'avais pas de soutien, d'amis qui pouvaient m'ouvrir les yeux, etc. Ou de personnes qui pouvaient me permettre de me recueillir, par exemple s'il y avait une grosse dispute et que j'avais envie de partir, je ne pouvais pas. Donc ça, le contrôle de ma vie, c'est-à-dire que moi, quand on s'est rencontrés, en pleine reconversion professionnelle, donc je ne travaillais pas, je ne gagnais pas ma vie. Et du coup, à partir du moment où il m'a proposé d'emménager chez lui, que j'ai accepté, puisque moi j'avais des étoiles dans les yeux, ou même des petits cœurs dans les yeux, enfin j'étais sur un nuage et tout ça, donc je voyais rien du tout. Pour moi c'était waouh, le bonheur qui arrive enfin. Et en réalité, à partir de ce moment-là, c'était fini. Donc je n'avais plus de logement, j'étais chez lui et je n'avais pas de salaire, je n'avais pas de travail. Donc, pour lui, ça a été hyper facile de me mettre complètement sous son contrôle et en plus de le faire très rapidement. Donc ça a été un gros point aussi qui a fait que ça m'a enfermée dans la relation. Et moi, forcément, j'étais en pleine reconversion professionnelle, j'étais hyper passionnée. Et j'avais vraiment envie de travailler, j'avais envie de créer, de faire plein de choses. Quand on s'est rencontrés, j'étais très active sur les réseaux. Je faisais plein de belles rencontres, j'avais des opportunités, etc. Donc lui, il m'a amadouée au début quand il m'a séduite dans cette période de love bombing en me disant que ce que je faisais, c'était super, qu'il était fan de moi, qu'il s'intéressait à ce que je faisais, à mon univers et tout ça. Sauf que une fois que j'étais dans ses filets, dans sa toile, il faisait tout. Évidemment, je m'en rendais pas compte. Il faisait tout pour à chaque fois capoter tout ce que je faisais pour le travail, m'empêcher de travailler, capoter quand j'avais des opportunités, quand il y avait des choses comme ça qui se passaient, il faisait en sorte de capoter. Par exemple, j'avais une proposition pour faire
un live. J'étais invitée pour faire un live d'une personne que j'appréciais beaucoup et qui avait assez de poids, qui avait une grosse communauté, etc. Et c'était assez valorisant pour moi. J'étais super contente. Et le soir où on devait faire le live, et peut-être une heure avant, une demi-heure avant, il a fait éclater une grosse dispute, ce qui m'a mis dans un état déjà pas du tout sereine et prête pour faire ce live. Et en plus, étant donné qu'on avait un bébé, un nouveau-né à ce moment-là, qui était présent et qui était toujours présent lors des disputes, forcément, un enfant, c'est une éponge, il ressent tout, puissance 10, ils sont très, très hypersensibles, les bébés et les enfants. Donc, quand il y a des disputes comme ça, ils savent pas ils sont pas capables de le gérer, encore pire que nous. Donc, du coup, mon fils qui n'arrêtait pas de pleurer, j'arrivais pas à le calmer, donc j'ai été obligée d'annuler le live. Et à chaque fois, c'était des petites choses comme ça. Donc, c'était tout le temps des techniques différentes. Et moi, dans ma tête, j'étais à des années-lumière de me dire que c'était volontaire pour faire capoter le live, en fait. J'avais conscience que la dispute, elle était volontaire parce que, bon, c'est des disputes qui sortent de nulle part, qui n'auront aucun sens. Mais que ce soit volontaire pour m'empêcher de travailler, pour m'empêcher de faire des choses que j'aime, etc., ça, je n'en étais pas encore là. C'est vrai que j'étais vraiment aveuglée. En fait, je pense que de toute façon, quand on est une personne saine, quand on est une personne normale, on ne peut pas, en fait, s'imaginer un tel fonctionnement, en fait. On ne peut pas concevoir que la personne qui nous regarde dans les yeux et qui nous dit « je t'aime » est volontairement en train de nous empêcher de vivre, de nous empêcher d'être heureux, de nous détruire, de nous faire du mal. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir quand on est une personne saine, normale. Et c'est aussi le souci quand on essaye d'en parler autour de nous. Les gens ne veulent pas imaginer que ça puisse être possible. Il y a un blocage, en fait. On ne veut pas voir ce genre de choses. C'est un problème. C'est un problème. C'est pour ça l'importance de s'informer, de faire circuler les informations. C'est vital, en fait, aujourd'hui, même si on en parle beaucoup. Il faut continuer dans ce sens, quoi, parce que il y a encore des lacunes, il y a encore des zones qui ont besoin des domaines qui ont besoin d'évoluer à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui, aujourd'hui, je trouve que le moment est propice. On a déjà beaucoup avancé sur le sujet. Le moment est vraiment propice à la prise de parole et à s'affirmer quand on est victime de relations toxiques avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce que ça contribue à faire changer les consciences, à réveiller les consciences. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. C'est pas juste une manipulation subtile, c'est vraiment une guerre mentale où l'autre te vole ta propre réalité. Et ça rend fou, en fait. Ça aussi, ça fait partie des choses qui enferment, parce que quand on reste dans ce genre de relation,
étant donné qu'on ne voit pas au début, parce que si on y est, c'est qu'on a loupé quelque chose de toute façon. Si on est tombé dans les filets du pervers ou de la perverse, c'est que on a fait abstraction des signes qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille dès le début, parce qu'il y en a. En général, on s'en rend compte à la fin ou quand on s'en va et qu'on prend du recul. Mais quand on tombe dans les filets, donc au début, on est tout à fait lucide, etc. Au début, quand il y a des crises, on sait que ce n'est pas nous. On comprend pas, on cherche à comprendre justement l'autre. On veut l'aider, on voit bien que l'autre a un problème. Mais quand on reste là-dedans, en fait, plus le temps passe, étant donné que c'est quotidien, que c'est un lavage de cerveau quotidien, il vient, il joue avec nos émotions, avec nos énergies, avec nos valeurs, avec tout. Nous, on rentre dans un truc de validation, on cherche à prouver pour... enfin, moi, je sais que j'ai voulu me mettre un peu dans ce truc de modèle. Je veux lui montrer, je veux lui apprendre. Par exemple, je voyais bien qu'il avait aucune confiance en lui. Alors moi, j'étais pas non plus un exemple de confiance, mais par rapport à lui, bah, j'avais quand même plus confiance en moi, je savais ce que je voulais, etc. Et du coup, je me disais, bon, il me fait quand même peur par rapport à ses attitudes, ses comportements. Il prend jamais ma défense, il fait des faux pas, il me plante des couteaux dans le dos de temps en temps. Mais j'étais encore dedans et lui me disait que c'était parce que il manquait de confiance en lui, il évitait les conflits, enfin il avait toujours une bonne excuse. Donc en fait, moi comme je restais dans la relation, j'essayais d'améliorer cette relation. J'essayais de le porter, de le guider, en fait, de lui montrer, quoi. Et donc, je me disais, pour qu'il puisse apprendre à avoir confiance en lui, il faut que moi, je lui montre que j'ai confiance en lui. Et ça, en fait, c'était une énorme erreur, parce que du coup, en faisant ça, je m'enfonçais dans son piège, en fait. Parce que je lui fais confiance, donc j'accepte de lui laisser prendre des décisions, j'accepte de lui donner le contrôle sur certaines choses, et petit à petit, on avance dans la relation, on n'a plus le contrôle sur rien, on se retrouve complètement dans un brouillard total, on ne sait plus qui on est parce que l'autre n'arrête pas de nous remettre en question nos propres forces, nos propres qualités, il les nie. Par exemple, je suis introvertie, c'est ni une qualité ni un défaut en fait, c'est juste une facette de ma personnalité. Et on s'en sert pour dire je suis pas une bonne personne, je suis asociale. On le retourne contre moi. Et en fait, c'est que ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on est tellement inondé de reproches, on ne sait plus.
Du coup, on se perd, on ne sait plus. Et on perd nos qualités, on les trouve plus, on ne sait plus. Nos forces, on ne sait plus. Et du coup, on finit par se poser des vraies questions parce qu'on nous accuse d'être des mauvaises personnes, d'être ceci, d'être cela. Et du coup, même si au fond de nous, on sait qu'on ne l'est pas, mais on cherche à le prouver en permanence qu'on ne l'est pas. Et du coup, on n'a pas les bonnes actions parce qu'on n'est pas dans la bonne démarche. Et ça joue contre nous aussi. Parce qu'à force d'essayer de prouver en permanence, de se plier en quatre, de s'épuiser là-dedans, on finit par nous-mêmes faire des choses qui sont improbables en fait. Et moi, je me souviens, j'avais l'impression de parler, enfin de me comporter. Je m'étais tellement rabaissée à essayer de prouver que en permanence que j'étais arrivée, je me sentais à un niveau tellement bas, comme si je parlais ou que j'avais affaire à des enfants très jeunes, et pas uniquement avec lui, avec son entourage aussi. J'étais arrivée à ce niveau-là, comme si j'avais en face de moi un enfant de 3 ans et que j'essayais de lui expliquer des choses. Voilà comment je me comportais, voilà à quel niveau j'en étais arrivée quand j'étais avec eux, quand je m'exprimais avec eux. Et que j'essayais de leur faire comprendre, leur démontrer de toutes les manières possibles que je n'étais pas cette fille qu'ils disaient que j'étais.